Ce que je vais vous présenter sera en fait un résumé de tout ce que vous avez pu entendre ce matin avec un côté un peu pratique. Je voulais vous rappeler ceci quand même parce que, bon, en tant que médecin du travail, il y a un petit peu de législation. Le travail de nuit, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, c'est entre 21h et 6h. Le travailleur de nuit, c'est quelqu'un qui réalise au moins 2 fois par semaine 3 heures de travail entre 21h et 6h ou qui effectue 270 heures de travail de nuit pendant 12 mois consécutifs. Il faut faire attention parce que dans les statistiques, souvent, ce n'est pas ces horaires qui sont retenus par les chercheurs. Ces salariés alors, doivent bénéficier, malgré les modifications qui ont eu lieu concernant le rôle du médecin du travail depuis 2011 et 2012, la visite médicale concernant les salariés postés, les salariés en travailleur de nuit restent toujours à 6 mois. Alors donc, ils doivent avoir une visite médicale préalable à leur affectation. Ils doivent ensuite une visite 2 mois après lorsqu'ils sont postés. Et la visite tous les 6 mois, qui pose beaucoup de problèmes aux médecins. Déjà qu'on n'a pas trop le temps de faire les normales, c'est encore un peu plus compliqué. S'il y a une détérioration de l'état de santé du salarié, l'employeur est tenu de transférer celui-ci, temporairement ou définitivement, à un poste de jour qui correspond à sa classification. Alors, il m'a semblé faire deux grandes choses pour coller aussi avec la législation qui évolue aujourd'hui, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis du salarié ? Donc dépister, je vous laisse lire, dépister, évaluer, orienter ou conseiller. Et par rapport à l'entreprise aussi, où il va falloir évaluer les conditions de travail, orienter l'aménagement des postes et conseiller les formations. Dépister. Alors, avec Éric Mulens, on a mis en place un interrogatoire un peu simple, dont je vais vous donner un exemple qui vous rappellera des choses qui ont été dites ce matin. L'interrogatoire CARES. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Ensuite, il y a l'examen clinique, parce qu'on reste quand même des médecins du travail. L'agenda de sommeil, vous en avez eu de multiples exemples, et l'échelle d'Epworth, avec laquelle vous avez pu vous confronter. Alors, l'interrogatoire, je reviens à quelque chose de traditionnel. Habituellement, on posait la question, est-ce que vous dormez bien? Donc, une de mes collègues m'a dit que c'était une question fermée, mais on peut poser éventuellement, quel est votre sommeil? Et on attend en fait une réponse, je dors bien, ça évite les complications. Et malheureusement, quand le salarié répond non, on est bien embarrassé. Alors, je le suis moins, même depuis que je travaille avec Éric, mais nous avons quelque chose qui s'appelle CARES, qui va permettre de vous aider. Alors, ce CARES était inspiré d'un questionnaire américain, le Sleep Curriculum, BEARS, et les lettres que vous avez rappellent un petit peu les principales notions liées au sommeil. Alors le coucher, les apnées, le rythme et la régularité, les éveils nocturnes et matinaux, la somnolence, la sieste et l'entourage environnement. Notre examen clinique doit se compléter cet interrogatoire avec le poids, la taille, le périmètre abdominal. Yolande Esquirol l'a rappelé, notamment dans le syndrome métabolique, la mesure de la pression artérielle, et on pourra suspecter éventuellement, en fonction des résultats que l'on aura obtenus, un syndrome d'apnée du sommeil, un salarié qui est pléthorique, qui ronfle, qui se plaint de somnolence diurne excessive. Alors j'ai un exemple, un exemple réel. Un salarié agricole sollicite une visite médicale à la demande du médecin traitant. En fait, c'est le médecin traitant qui me l'adresse en tant que médecin du travail, ça m'a fait un peu plaisir quand même. Il vient accompagné de son épouse et le médecin a posé comme diagnostic une dépression qui était en relation avec une surcharge de travail. Or, bon, moi, cette entreprise, je la suivais déjà depuis longtemps, je connaissais bien ce salarié. Bon, c'est vrai qu'il y avait de la pression, comme il y en a beaucoup aujourd'hui dans le monde du travail, mais le diagnostic ne me satisfaisait pas. Alors j'ai mis en pratique le fameux interrogatoire. Alors sur le coucher, il n'y avait pas de plainte particulière, il n'y avait pas de conduite addictive, il ne prenait pas de médicaments particuliers, il ne consommait pas excessivement du café, et il ne se plaignait pas non plus d'insomnie. Concernant les apnées, alors l'intérêt quand un salarié vient comme ça avec son épouse, c'est on peut poser des questions aussi à l'épouse. Alors il ronflait énormément, un peu comme ce qu'on a vu ce matin dans le petit film, et il faisait surtout des pauses respiratoires. Lui-même, alors l'épouse confirmait bien ces données, et lui-même se plaignait de céphalées matinales, qui sont souvent un des signes assez classiques.
Le rythme, ben, on voyait qu'il y avait une insuffisance de sommeil et une dette de sommeil. En fait, il avait été amené à conduire de temps en temps et il se plaignait de somnolence un peu excessive, notamment il était obligé de s'arrêter. Les éveils, alors on avait des nicturies assez fréquentes, une somnolence diurne vraiment validée par l'échelle d'Epworth à 14, et il faisait souvent des siestes longues. Alors il y a un atelier sieste, mais pour vous apprendre à faire des siestes courtes, et là il faisait des siestes longues qui traduisaient certainement une mauvaise hygiène de sommeil. Pour son environnement, ben, l'épouse était très perturbée par les ronflements et les pauses. Hein. Vous avez vu tout à l'heure le film, c'était assez typique. Alors, sur l'examen clinique, on retrouve un poids de 100 kg, une taille d'1,60 m, donc vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui est rond. Analyse de masse corporelle à 39, une tension qui était correcte. Et là, j'ai été très brillant, hein, j'ai suspecté un syndrome d'apnée du sommeil. Merci. Merci beaucoup. Donc, j'ai envoyé, alors j'ai la chance d'avoir Eric à proximité, et je lui ai envoyé ce patient, et vous remarquerez quand même, il avait 61 apnées-hypopnées à l'heure, dans ce qu'on a évoqué ce matin, et un indice de désaturation au niveau de l'oxygène qui était très conséquent. Bon, la prise en charge, elle a été très simple, un appareil à pression positive continue. Dans les suites, ce salarié, il a dit, pour moi, c'est la nuit et le jour, je revis, jamais j'ai été aussi bien que ça. Et donc, Eric m'a dit qu'il l'avait revu récemment, il était aux anges. Et il le porte, hein, son appareil, parce que c'est un peu le problème, c'est ça, c'est l'observance du traitement. Ensuite, on peut être amené donc à évaluer sur le terrain en faisant des études de poste, en proposant des questionnaires. Alors, il y a le fameux questionnaire de Horn-Herzberg que vous avez vu tout à l'heure, une échelle de dépression qui fait partie des recommandations HAS, cette échelle qui teste l'anxiété et la dépression, une version française. Et puis, se servir de fameux actimétrie, donc nous avons dans le service, qui va permettre justement donc, de montrer éventuellement aux salariés les erreurs qu'il commet, et de proposer une éventuelle carte d'identité du rythme. Alors nous avons fait une étude sur des collecteurs de lait qui tournent la nuit, qui ramassent le lait dans les fermes pour éviter de perturber le fonctionnement des éleveurs. Et cette activité est en deux parties, une partie de collecte où le chauffeur, je dirais, monte et descend constamment de son camion pour aller se brancher sur les tankers où se trouve le lait, et une partie de conduite pour amener le lait à la coopérative laitière. Alors vous avez vu, on vous a présenté tout à l'heure quelques résultats d'actimétrie. Alors là, vous voyez qu'on a quand même un sommeil particulièrement perturbé. Et si vous regardez, vous avez entendu tout à l'heure ces notions de risque équivalent à 1 gramme d'alcool quand on a des éveils qui sont conséquents. Là, vous voyez quand même, vous avez des périodes d'éveil de 24 heures, 21 heures. Il y a un moment, il y a une sieste, donc il faudrait en fait la défalquer de ces durées, mais vous imaginez un petit peu cette personne en particulier qui conduit un camion, un poids lourd. Je vous ai mis les périodes de sommeil. Donc là, vous voyez, c'est particulièrement décousu. Une sieste qu'il a définie, mais je pense qu'il y en avait une autre ici. Ici, certainement ici, mais bon, il ne l'a pas donné, donc je ne l'ai pas considéré comme positive, on va dire. Les périodes de travail. Les périodes de repos. Et ces périodes de repos, si on regarde bien, en fait, ce n'est pas de réelles périodes de repos, ce qui m'a permis justement de montrer à l'entreprise que là, l'organisation des plannings n'était pas forcément très très bonne. Et alors, je vais revenir juste en arrière, c'est volontaire. Vous remarquerez que ce salarié, lorsqu'il pourrait, je dirais, rattraper un peu son temps de sommeil en faisant de la grasse matinée, continue à se lever tous les matins à 6 heures. Regardez-le bien, toujours dès qu'il peut, il est toujours à ces mêmes périodes. En fait, il faut savoir qu'il a quelque chose qui est assez classique, c'est-à-dire une double journée. Il a une ferme et il s'occupe de ses vaches qu'il va voir régulièrement à 6 heures du matin.
Donc en fait, au moment où il aurait pu se reposer, il ne le fait pas. Ici, je vous ai mis un autre exemple. Alors, on se sert de l'actimétrie, pas tout à fait comme les laboratoires de sommeil. Nous, on s'en sert plutôt en gestion de l'activité de jour. Ici, vous avez, j'ai essayé de vous représenter, donc, on est sur des périodes de sommeil, les périodes de travail, et ici, les conduites. Le salarié a déclaré des 2 épisodes de somnolence, dont un à 4h30, c'est assez classique. Si vous regardez la presse et si vous écoutez, vous regardez la télé ou autre, vous savez que souvent c'est les cars qui se couchent à cette heure-là, les camions, etc. Et là, remarquez, il n'y a à la période correspondante, là, on voit aucun enregistrement. On pourrait penser qu'il y a eu un micro-sommeil. Alors, ma collègue là, qui faisait ce travail, le docteur Lamasson, l'accompagnait, ce salarié, ce jour-là. Alors je lui demande, Marie-Claude, là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, je ne sais pas, je dormais. Donc, nous avions là 2 personnes dans la cabine d'un camion qui dormaient. Voilà, ça, en plus, voilà. Donc voilà un peu ce qu'on peut essayer. Alors ça demande un petit peu de temps de montage, mais on peut faire ce genre de choses et c'est assez parlant. Quand vous montrez ça aux salariés, je veux dire, ils saisissent ce qu'il en est. Alors ce salarié, on peut le conseiller aussi. On peut avoir donc l'avis du spécialiste du sommeil. Donc moi je suis bien placé pour ça. J'ai Eric à côté. On peut ensuite, par rapport à ce salarié, par rapport au rôle du spécialiste du sommeil, faire des examens en ambulatoire, au laboratoire de sommeil. On peut faire des polysomnographies, des tests de somnolence. Ça a été plus ou moins évoqué tout ce matin. Les stratégies thérapeutiques, on vient d'en parler bien, et assurer un suivi du patient, donc entre collaboration médecin du travail et spécialiste du sommeil. Pour le salarié, c'est rappeler les fameux principes de base. Bon, ça a été dit, je vais les répéter. Se coucher à horaire régulier, pratiquer la sieste, faire des exercices physiques habituels, éviter de se mettre en dette de sommeil quelques jours avant de reprendre son travail, c'est ce qu'on a aussi vu tout à l'heure. Et l'idée, c'est qu'il existe une possibilité, en fait, de mettre en place des informations qui seraient adaptées aux contraintes de chaque poste. On peut imaginer une formation liée vraiment à tous les postes. Mon ramasseur de lait, vous avez vu que ce n'est pas du travail posté, ce n'est pas du 3-8, ce n'est pas que du travail de nuit, c'est vraiment ce qu'on appelle les horaires atypiques. On peut, toujours pareil, informer le salarié, le conseiller à travers des documents. Donc vous avez la fameuse plaquette qu'on vous a mise dans la pochette. Le petit fascicule rouge qu'on distribue encore, parce qu'il nous en reste quelques-uns, lors de formation. On envisage, on y réfléchit pour faire quelque chose de réactualisé et réadapté. Il y a le livret numéro 6, Sommeil et Travail de l'INSEV, mais j'ai regardé sur le site, rupture de stock, jusqu'au 31 décembre. Damien Léger pour... Voilà, vous l'aurez imprimé. Bon, très bien. La brochure d'information HAS que vous avez retrouvée dans votre pochette. Voilà un petit peu autour du... Bon, je fais un peu vite, autour du salarié. Ensuite, en entreprise, on va pouvoir faire de l'évaluation. Alors, Eric vous a montré quelque chose un peu équivalent. Voilà, vous allez dans une entreprise, c'est une fromagerie. Vous demandez donc au chef d'entreprise les horaires de travail. Et là, vous les avez là. Ça vous rappelle ce que vous a montré Eric tout à l'heure. C'est une autre entreprise, hein, c'est pas la même. Là, il faut quand même il faut deviner. Alors, on peut le représenter de cette manière, en se servant de l'aspect de l'agenda de sommeil et représenter les horaires que vous avez vus auparavant d'une manière un peu plus pratique et un peu plus interprétable pour nous. Ceci étant, c'est donc une de mes collègues qui se trouve ici, je ne sais pas où elle est, qui a fait cette étude. Et nous avions 6 salariés de la même entreprise. Et vous avez, voilà, 6 horaires. Je ne vous ai pas mis les 3 autres, mais vous avez 6 horaires, 6 organisations d'horaires différentes pour une même entreprise, une fromagerie. Pour vous montrer... Claude est intéressé. Pour vous montrer, on disait tout à l'heure l'intérêt un peu de l'agenda de sommeil.
et de l'actimétrie. Alors là, j'ai fait une petite construction en recoupant. Donc, vous avez les résultats d'actimétrie au-dessus, et j'ai mis dessous l'agenda de sommeil. Et vous pourrez remarquer que les corrélations sont plutôt intéressantes. Je vais prendre la première ligne. Le salarié donc, a fait cet agenda de sommeil en assurant les périodes où il dort. Là, il a noté une période d'éveil, et vous voyez qu'au niveau de l'actimètre, on a également une période d'éveil, ici de la même manière, et ainsi de suite. Donc, pour dire que bien sûr, bon, nous avons des actimètres au niveau du service, mais l'agenda de sommeil, comme ça a été dit, peut servir tout à fait pour faire une évaluation aussi intéressante et pas chère, puisque c'est du papier et ça va quand même assez vite. Alors, toujours dans la même entreprise, pour vous montrer ce qu'il peut y avoir, donc je ne la vois pas. Donc, avec une montre, comme vous a montré Eric tout à l'heure, Vivago. On a suivi donc, ces salariés. En voilà un exemple. Donc là, dans le cas présent, l'actimètre a été porté pendant 14 jours, sur les 16 possibles, parce que le salarié ne l'a pas remis 2 fois. Vous constaterez qu'il y a 9 nuits qui font moins de 6 heures. Et ici, vous avez des nuits qui font moins de 2 heures, 1 heure et demie de sommeil. On fait période de sommeil, pardon, je veux dire pas de nuit, de sommeil. Malgré tout, ce salarié, il se rattrape, dirais-je, quelque part, puisque chaque fois qu'il y a une période de repos, vous le voyez ici, vous le voyez là, il augmente son temps de sommeil. Donc ça, de lui-même, sans qu'on le lui ait expliqué, c'est bien. Bon, là, il a oublié de remettre son actimètre. Bon, ça arrive de temps en temps, c'est un peu les aléas de ce type d'études. Ensuite, toujours pareil, au niveau de l'entreprise, il y a aussi des choses, bon, ça a été évoqué aussi, le problème de l'éclairage, Claude est le grand spécialiste. C'est vrai qu'on a eu, dans des premières études qu'on avait fait, on a été effarés de voir, on était dans une coopérative qui traitait des semences. On avait le salarié monté 4 à 4 tout au long de la nuit, 4 étages, dans des escaliers où le niveau d'éclairement était de 40 lux. Donc, je ne vous dis pas le risque de chute. Par contre, un lieu où il y avait un conditionnement, on avait 400 lux sans souci, quoi. Donc là, déjà, ça, c'est quelque chose aussi qui est dans nos capacités en tant que médecin du travail, de faire ce type d'évaluation. On peut mettre en route les IPRP, et voilà, ou l'équipe d'ergonomie éventuelle. Le problème des pauses aussi. Dans cette même entreprise, on avait constaté, il y avait l'employeur laissait les pauses libres. Et c'était très amusant à voir, c'est qu'en fait, on revient à ce qu'on a dit depuis ce matin de bonne heure, que je dirais, on n'est pas égaux, on n'a pas les mêmes rythmes, et on constatait qu'en fait, les salariés choisissaient leur moment de pause vraiment en fonction de leur fonctionnement personnel, leur chronobiologie, quoi, en fait. Et c'était bien comme ça, et sans abuser, quoi, parce qu'on pourrait dire qu'ils se posaient toutes les heures ou quoi que ce soit, pas du tout, mais la pause officielle était, pour le travail de nuit, c'était 3 heures, il y en avait qui s'arrêtaient à 2 heures, d'autres à 4. Et manifestement, tout le monde était plutôt content. Le problème des repas aussi, bon, on l'a évoqué aussi, c'est vrai qu'on a malheureusement, dans le cadre des travailleurs postés, beaucoup de croissanteur, enfin de viennoiserie comme alimentation, c'est un petit peu dommage. Le problème des charges de travail, donc monotonie des tâches, les contrôleurs aériens qui sont à la fois aussi en grande vigilance et en monotonie par moment, un métier difficile où il y a de quoi s'endormir. J'avance un petit peu. Alors, l'aménagement des postes, mais bon, je pense que Damien Léger en reparlera un petit peu sur les heures de début, vous l'avez dit tout à l'heure, on le reprend là, donc éviter, c'est vrai que les périodes entre 2h et 5h du matin ne sont pas celles du meilleur sommeil. Je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure dans ce que je vous ai présenté par rapport à la fromagerie, mais les premiers salariés démarraient à 2h du matin. Ce n'était pas forcément la bonne heure. Les sens horaires, matin, après-midi, nuit, repos, mais là aussi, souvent quand on échange avec les employeurs, quand on en parle, ils ne sont pas contre, mais c'est les salariés qui le sont. Ils n'aiment pas parce que ça leur permet, soit s'ils sont anti-horaires, ils gagnent du temps, ils gagnent une demi-journée, voire une journée. Il y a la notion de la double journée aussi, et ainsi de suite.
le rythme de rotation, donc intermédiaire 4-5 jours, tout ça c'est des recommandations à HAS. Et alors, il semblerait, je ne sais pas, vous pourriez poser la question à professeur Léger, que la régularité des rythmes et des horaires de travail serait préférable pour éviter justement ces alternances et ces phénomènes-là. Je vais avoir fini, hein, parce que bon, je suis dans les temps, ça va. Voilà. Alors, l'intérêt aussi, c'est de faire des formations, formations en entreprise, où on demande systématiquement, je dirais, la présence des décideurs, c'est-à-dire des RH, chefs, parce que c'est très bien de former des salariés à leur apprendre comment gérer leur temps de travail, les siestes éventuellement, mais si le DRH ou si le responsable n'est pas conscient de ces notions-là, on n'obtiendra rien. À l'Institut national de médecine agricole, alors je fais un peu la publicité puisque je suis dans médecin du travail du régime agricole, on fait une formation avec Dr Meulens de 3 jours et vous pourrez retrouver sur le site ce mémoire qui est l'évaluation de notre formation depuis 2006. Voilà, on a formé en gros 90 médecins du travail, infirmières du travail, préventeurs. Et vous voyez que, bon, j'ai pris un des exemples, bon, il est favorable, hein, je veux dire, mais c'était d'expliquer que les gens qui avaient suivi cette formation estimaient avoir eu un meilleur suivi des salariés, des travailleurs de nuit. Et vous voyez qu'il y a des professions, alors même si on était un peu lié au monde agricole, chauffeur poids lourd, bon, c'est un petit peu ce qu'on a vu, fromager, mais les équipes de nuit hospitalières, parce qu'on a des conventions qui nous amènent à surveiller des hôpitaux, des cliniques, et la police. L'idée aussi, en deuxième, c'était de dire que les réponses qui étaient apportées aux employeurs étaient un peu plus précises et permettaient de rediscuter d'un peu plus près avec ces employeurs. En conclusion, bon, je pense qu'on possède des moyens simples pour évaluer le retentissement du travail posté, des horaires atypiques sur la santé des travailleurs. Hein, on revient avec, je dis avec du papier, hein, avec nos agendas de sommeil, nos échelles d'Epworth ou d'autres questionnaires. L'analyse du comportement veille-sommeil constitue certainement une solution de l'avenir pour améliorer la santé au travail des salariés à horaires atypiques. Et collaboration en médecins du travail spécialistes du sommeil permettrait une meilleure compréhension du rythme de vie du salarié. Et peut-être une piste de réflexion, Séverine l'a évoqué aussi, c'est envisager une prise en charge pluridisciplinaire qui serait adaptée dans les services de santé au travail. On parle beaucoup de pluridisciplinarité, ça voudrait dire mettre en place des psychologues formés, éventuellement une consultation, enfin tout est possible et tout est faisable. Et alors je reviendrai à ça, nous avions un médecin inspecteur régional autrefois qui aimait bien la technique du pied dans la porte, qui permettait en fait de sensibiliser l'employeur aux risques qui étaient liés aux troubles du sommeil et de la vigilance, moyen de pénétrer dans les entreprises pour afin d'évoquer les problèmes d'organisation du travail. Je voudrais terminer comme ceci, rappelant que la sieste au boulot devait être obligatoire et assure. Merci.